Nous avons 45 minutes pour discuter avant le lunch. Donc, sur l'exercice là, que vous venez d'effectuer, c'est-à-dire l'impact de la formation, le transfert des apprentissages et le maintien des acquis. Donc, ce que je proposerais, c'est peut-être de commencer par le premier point, l'impact de la formation, le transfert des apprentissages, pendant, évidemment, aussi qu'on a l'expert avec nous. On pourra passer à l'autre point après. Donc, peut-être là, chaque porte-parole de chaque table là, pourra... ce que vous avez parlé, donc ça veut dire peut-être les bons coups, les mauvais, les moins bons coups, ce qui n'a pas marché peut-être dans ce que vous avez fait. Si vous avez discuté, donc peut-être les idées qui sont sorties de tout ça. Moi, c'est certain qu'après après la présentation, j'ai eu quelques idées. Je me suis dit, si j'étais en établissement, ça me pisterait peut-être. Donc, peut-être qu'en groupe, là, vous avez déjà eu aussi quelques idées là, que vous souhaitez ramener dans vos régions par la suite. Donc, on peut peut-être commencer par la table ici. Donc, on a des répondants de quelle région autour de la table? On a Lanaudière, Baie-James et Québec. Assez éclectique. La problématique que nous, on avait, par contre, on est tous pratiquement nouveaux dans le dossier. Donc c'était un petit peu plus difficile d'identifier les bonnes pratiques ou ces choses-là, mais on a quand même été capable d'en identifier quelques-unes, dont avoir un comité de la langue anglaise avec la direction, donc avec des gens de chaque direction pour faire genre de tentacules pour faire la promotion, puis discuter de qui on met dans le programme, pourquoi et quand. Ça, ici, on voyait une plus-value. Tantôt, on parlait d'avoir les bons équipements, donc avoir un système de presse ou de casse d'écoute ou ces choses-là. On a aussi, pour nous, en tout cas, au niveau de la Lanaudière, ça va se finaliser bientôt. On est en discussion avec un organisme communautaire qui s'appelle École dans la région de Lanaudière. En fait, c'est un organisme anglophone. Et avec eux, on va organiser en test, on va organiser 2 à 3 dîners-causeries qui vont être animés par eux parce qu'ils sont meilleurs que nous dans ça. Donc, ils vont organiser des dîners-causeries. Le lunch va être payé par eux. Les gens vont être sur leur temps personnel parce que c'est l'heure de lunch, mais ils vont pouvoir échanger dans la langue anglaise sur des sujets X qui seront organisés. La clé aussi était de faire la promotion. Au niveau Québec, en faisant la bonne promotion, mais ils ont augmenté le nombre d'inscriptions. Ça, c'était les bonnes pratiques qu'on avait. Puis, étant donné qu'on était nouveau et tout, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait brainstormer sur des nouvelles idées? On en a identifié quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui restent à voir est-ce que c'est faisable ou pas. On s'est dit que dans nos régions, la problématique était qu'on n'est pas des régions majoritairement anglophones. Donc, où la personne apprend l'anglais, mais elle revient, là, peut-être un client dans son mois qui va être en anglais. Donc de peut-être favoriser un échange avec son supérieur, peut-être. Encore là, il faut que le supérieur soit capable de parler en anglais lui-même, mais que quand il y a des échanges avec son supérieur, mais qu'il se fasse en anglais, soit par courriel ou lorsqu'il y a des rencontres avec lui. De fournir certains textes pertinents, donc sur les sujets aussi qui touchent sa profession, mais qu'on fournirait certains textes plus anglophones. Donc, ils apprendraient sur leur profession, mais tout en pratiquant une lecture anglaise. Les autres idées aussi, là, il reste à attacher ça avec peut-être les syndicats, mais donc de favoriser peut-être un genre de stage, d'immersion, échange avec un autre établissement qui est plus anglophone et que la personne viendrait pratiquer son français et qu'en échange, une personne irait pratiquer son anglais. Donc, un stage comme ça, mais encore une fois, il faut attacher tout ça. Les autres idées qu'on avait, de faire des liens avec des organismes bénévoles lors de certains autres événements. Il n'y aurait pas de lien avec le travail, mais il pratiquerait peut-être son anglais. Et aussi, quand on parlait de la plateforme des répondants, on se dit, la personne remplit un questionnaire à la fin de la formation, comment il l'a apprécié. Nous, on peut donner un commentaire sur le programme, mais souvent, les gestionnaires sont les premiers à soit recevoir les plaintes ou commentaires des employés, ou aussi, c'est eux qui voient l'évolution de leur personne au niveau travail. Donc, d'avoir un endroit où le gestionnaire peut
peut soit donner des recommandations, ses commentaires sur l'appréciation, une rétro pourrait peut-être aider aussi d'améliorer le programme, mais aussi de favoriser peut-être l'apprentissage plus tard là, des gens. Donc, c'était les bonnes pratiques et idées qu'on avait de notre côté. Je ne sais pas si ça fait le tour pas mal. Hein? Non, mais je pense qu'il y a des bonnes idées là-dedans. Là. Moi, je pense qu'entre autres, la rétro des gestionnaires, c'est intéressant. Je pense pas nécessairement qu'on avait vraiment pensé avant. Dialogue McGill travaille là, sur justement une espèce de un projet de recherche, là, sondage avec les gens qui ont fini la formation pour voir justement s'ils l'utilisent. Est-ce que ça... je pense qu'il y a plusieurs questions à poser. Là, et ça serait peut-être intéressant de voir s'il y a une façon d'inclure là, les gestionnaires d'une façon ou d'une autre dans la démarche. Tu as mentionné aussi là, de créer une espèce de comité là, transdirection. Je pense que c'est une bonne idée. Je crois, je ne suis pas certain, je pense que c'est ça, à Montérégie-Est, c'est quelque chose qu'ils font. L'idée, évidemment, c'est d'impliquer tout le monde, hein, c'est que ça devienne une priorité. Puis je pense aussi que c'est de sortir des silos, parce que je sais que c'est difficile pour vous, que vous soyez ressources humaines, que vous soyez répondants, de convaincre, non seulement de convaincre les gestionnaires, les directions, etc., de l'importance, mais aussi quand tu es impliqué dans la démarche, je pense que naturellement aussi, tu réalises beaucoup plus facilement. Tu n'as pas besoin de te faire convaincre, dans le fond, quand on t'implique. Donc non, je pense que c'est des excellents points. On peut probablement passer à la table de Montérégie. Je sais que j'ai Montérégie-Est et... C'est quoi les autres régions? Laurentides-Saguenay. Avez-vous tout entendu? Laurentides-Saguenay puis Montérégie-Est. Mon nom, c'est Karine McCarthy. Je suis du 6 des Laurentides au service de formation. Pour résumer un petit peu les idées qu'on a eues, je pense que, comme votre table à vous aussi, on est pas mal tous nouveaux dans le dossier, du moins dans les Laurentides. Donc, nous, pour nos idées pour l'année à venir, bien, c'est des idées, des propositions, mais ce n'est pas mis en œuvre présentement. Donc, évidemment, on aimerait ça commencer à travailler avec un organisme communautaire dans notre région pour nous aider au niveau du transfert des connaissances. Donc, étant donné l'étendue du territoire, on avait pensé à des rencontres téléphoniques, vraiment des échanges entre les participants plutôt que des dîners-causeries. C'est difficile pour nous de réunir tout le monde. Peut-être le faire en visioconférence fonctionnerait, là, mais de vraiment jumeler deux participants ensemble puis de favoriser un échange. De diffuser aussi le calendrier d'activités de notre organisme communautaire à travers le territoire, fait que de permettre aux employés de participer à ces activités-là. Et puis, on est en attente, en fait. Je pense que McGill avait l'intention de produire certains outils bilingues et vidéo, fait que devrait promouvoir la diffusion de ces outils-là auprès de nos employés. Sinon, au Saguenay, il y avait des dîners-conférences qui sont faites par visioconférence, ce qu'on trouve très intéressant. Ils ont un haut taux de participation pour ces activités-là, mais aussi pour le programme McGill. Donc, nous, on a un meilleur taux de participation cette année, mais on souhaite que ça continue un petit peu comme ça. Et puis, la Montérégie nous a parlé d'un Lunch and Learn qui est fait dans une autre région, je ne suis pas certaine. OK, Montérégie-Centre, qui est offerte par des bénévoles. Donc, ils organisent des groupes qui sont différents selon le niveau de maîtrise des employés. Et puis, il y a un jumelage qui est fait souvent de façon plus informelle. Là, je pense de jumeler quelqu'un qui est plus anglophone avec un francophone, puis de le faire participer à des dossiers qui ont un volet d'anglais. Et puis, ils ont un comité anglophone aussi à l'interne pour vraiment identifier les besoins. Ils ont développé également une trousse d'accueil avec des références terminologiques, des ressources disponibles pour les employés qui ont à travailler sur des dossiers anglophones. Donc, c'est ce qu'on avait. Bien, je pense qu'on peut retenir aussi que, habituellement, free lunch, c'est toujours efficace. It's not a free budget. Ah, it's not a free lunch. Bon. C'est plate, mais on peut plus payer. Bon. Je pense que... Non, mais je pense que vos voisins, par contre, ont réussi à convaincre l'école de payer le lunch. Ce qui est peut-être bon, ce qui est peut-être toujours plus facile de convaincre les gens là, dans un dîner causerie. Là. Oui, effectivement, tu as parlé aussi, je pense, tu as mentionné le mentorat. Je pense que c'est bon aussi de rappeler que dans l'enveloppe que vous recevez de Dialogue McGill, c'est sûr que la majeure, c'est la formation en langue anglaise, la formation comme telle, avec l'éducation permanente. Mais vous avez toujours l'option d'utiliser une partie de l'enveloppe pour le maintien des acquis. Ça peut être utilisé pour des free lunch.
Ça peut aussi être utilisé pour d'autres activités. Tu parlais de mentorat. Ça peut être aussi que, je ne sais pas, moi, pendant 4 semaines, on trouve une façon là, de jumeler quelqu'un, peut-être un peu comme on fait avec les cours. Je sais que pour certains cours, là, vous payez le présentiel. Vous pouvez peut-être payer le présentiel là, pour quelqu'un qui est jumelé avec un anglophone, infirmière avec infirmière ou des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est sky's the limit et l'enveloppe est là. Donc, particulièrement si, exemple, il y a certaines régions qui ont de la difficulté à tout dépenser leur argent, parce que c'est peut-être des fois difficile là, de recruter autant de gens qu'on aimerait qui font la formation. Il y a toujours plus de gens qui finalement abandonnent qu'on aimerait, etc. Mais c'est des choses qui sont que vous pouvez faire aussi, là. McGill est toujours très, très, très ouvert à financer d'autres activités que simplement juste la formation. Évidemment, là, je ne souhaite pas couper l'herbe sous le pied là, de l'éducation permanente. Donc, on peut peut-être passer avec la prochaine table. On a Estrie, on a Montréal, Centre-Sud, Montérégie, Abitibi, Montréal-Est, puis j'ai oublié quelqu'un. Oh, ben là, hein? Ah, bon, je ne veux pas faire de guerre de clocher en Abitibi puis en Témiscamingue. Alors, effectivement, merci pour l'introduction. Puis, mon nom est Caroline Van Rossum. Je suis de l'Estrie en ce qui me concerne. Peut-être une des premières choses qu'on a soulignées, c'est l'excellence de la formation qui est offerte. C'est assez unanime là, autour de la table que toutes les personnes, ou entre la majorité des personnes qui ont suivi cette formation-là, expriment toujours un haut taux de satisfaction par rapport à cette formation-là. Fait que je tiens à le souligner parce que c'est pas anodin, puis c'est sans doute précurseur aussi des suites qui pourraient en découler. Autre source de motivation très importante, ce sont les pairs qui deviennent des ambassadeurs. Ceux qui ont suivi la formation deviennent un peu des ambassadeurs pour les autres. Ils contaminent ou ambassadeur serait peut-être plus beau. Donc, voilà. On a aussi remarqué là, dans toutes nos régions qu'il y a effectivement des modalités d'inscription et de soutien à la formation différentes. Il y en a qui acceptent, ou en tout cas qui prévoient un dégagement de leur personnel, surtout pour le côté présentiel. Ce n'est pas pour l'ensemble du programme, mais du côté présentiel. Donc, ça représente quand même 16 heures de travail. Qu'il faut prévoir dans le budget. Il y en a d'autres que c'est davantage des primes à la réussite. Ça peut être aussi un incitatif pour les gens qui réussissent chaque niveau. Ils reçoivent une prime à chaque réussite au terme de la session. Et je pense que c'était pas mal là, les éléments, alors que d'autres régions, comme la nôtre, en Estrie d'ailleurs, c'est volontaire et sur leurs heures, donc volontaire et c'est gratuit par contre, donc la formation qui représente, c'est un peu là-dessus, nous, qu'on vend la formation, avec certains écueils. On a un taux d'attrition qui est plus élevé que ce que moi, je souhaiterais aussi. Donc, il y a peut-être là, des initiatives moi, en tout cas, boni à la réussite m'apparaît peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, en ce qui a trait au transfert, bien, il y a différentes... il n'y a pas nécessairement un suivi assidu à savoir s'ils appliquent vraiment dans leur quotidien les cours ou les apprentissages, pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est un manque de clientèle. Parfois, c'est le nombre de personnes que ça l'implique, puis toutes les directions. Donc, parfois, c'est un peu difficile. Il y a des initiatives aussi de maintien des acquis ou de... in-between, là, je pourrais dire là, que ce n'est pas nécessairement des personnes qui sont intéressées à faire la programmation McGill dans sa forme complète, mais qui ont un intérêt ou qui sont à développer ou à accroître leurs compétences en langue anglaise. Donc, puis là, je reprends encore mon exemple à moi, mais en Estrie, depuis l'automne 2017, on a fait une entente avec un organisme communautaire qui nous permet, à la suite
d'un événement social, là, donc décontracté, où on paie le lunch, justement. Quelques bouchées et une consommation, en fait, où les gens sont invités à venir, puis un jumelage qui est fait avec des bénévoles qui sont souvent, c'est des personnes souvent retraitées qui ont un intérêt à soutenir la personne apprenante dans son développement en langue anglaise. Et je peux dire que l'intérêt, et pour les bénévoles et pour le personnel, les apprenants, est très, très important. Je vais faire le bilan là, au 31 mars 2018, mais les échos que je reçois, c'est de donner la confiance aux gens de s'exprimer en langue anglaise ou peut-être de dire, parce qu'on le dit aussi autour de la table, les francophones ont tendance à se sous-estimer dans leur capacité en langue anglaise. Mais parfois, c'est le bonus là, qu'ils ont pour leur donner confiance, pour leur permettre d'aller de l'avant à rendre des services en langue anglaise, parce qu'ultimement, les intervenants du réseau, c'est ce qu'ils souhaitent, là, c'est de donner des services de qualité. Donc, voilà, ça résume un petit peu ce que j'ai retenu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, elle a fait tellement bien ça qu'on n'a pas grand-chose. Juste, mais c'est pas tout à fait sur le transfert, mais le premier point sur la qualité de la formation. Il nous a été demandé, je pense qu'autour de la table, j'avais beaucoup de hochements de tête, que soit aussi dans le vocabulaire, que la formation en nursing, ça soit pas que le nursing, mais également nutritionniste, ergothérapeute, inhalothérapeute, physiothérapeute, etc. Parce que on a de plus en plus de personnes de ces groupes-là, justement par le bouche à oreille, qui se disent la formation est bonne, mais c'est pas vraiment pour nous. Donc peut-être l'inclure pour les prochaines sessions. Mais sinon, elle a tout résumé. Tout. Bon, tout résumé. J'avais peut-être juste une question, mais c'est pour la salle. Caroline, tu m'as fait penser à ça. Tu as parlé d'obligation ou que chez vous, là, c'est volontaire. J'étais juste curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de régions pour qui la formation là, est une obligation? Ou est-ce que c'est tout sur une base volontaire? C'est volontaire. Volontaire? Oui, volontaire dans le sens que c'était à leurs propres heures, oui. Dans ce sens-là. OK, oui. ouais. Oui. OK, non, c'est bien intéressant. On pourra peut-être en parler peut-être un petit peu plus tard s'il nous reste du temps, mais bon, je ne suis pas un professeur de langue, mais je me pose quand même la question. On a peut-être il y a aussi un aspect peut-être un peu différent par rapport à ces cours-là, par rapport à d'autres formations qui sont données. Je pense entre autres au transfert des apprentissages, mais peut-être encore plus au niveau des maintiens des acquis. On se retrouve quand même avec, dans le fond, évidemment, les gens apprennent à parler anglais. L'utilité, on fait ça pour qu'ils puissent desservir la population d'expression anglaise. Et c'est certain que les cours qu'ils reçoivent, c'est centré sur la santé. Mais il y a quand même un avantage, si on veut, par rapport à d'autres formations que tu utilises seulement dans un milieu professionnel ou de façon générale dans un milieu professionnel, gestion de projet ou peu importe. L'anglais, évidemment, sert pas juste pour travailler. Dans le sens que maintenir son anglais, améliorer son anglais, ça passe probablement par d'autres activités, quelqu'un qui est motivé, que de seulement travailler. À moins que tu travailles au centre-ouest de l'île ou à l'ouest de l'île, je pense que juste améliorer ton anglais avec le travail, ça va être difficile. Fait qu'il y a peut-être aussi une piste là, ici et là. Je sais que quand j'étais à l'Agence de Montréal, nous, c'est pas grand-chose, mais ce qu'on avait fait, c'est que les gens qui finissaient les cours, on leur avait donné, là, ça fait plusieurs années, je me souviens plus c'était quoi, c'était peut-être 24, on leur avait donné une série, première saison, d'une série qui était populaire à l'époque. Je ne sais plus c'était laquelle. Voilà. C'est pas grand-chose, mais le truc aussi, c'est de prendre une série genre de Fox qui a 24 épisodes, là, pas les petites à 10 ou 11, là, mais 24 épisodes. Puis en plus, si la personne aime ça, encore mieux si c'est juste disponible en anglais. Au pire, ils vont mettre les sous-titres, mais ils ne peuvent pas l'écouter en français. Puis s'ils aiment ça, tu en donnes une qui a genre 6-7 saisons. Puis voilà. Donc, on va continuer avec la prochaine table. Donc, on a Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, on a Laval, on a Côte-Nord, Montérégie-Est.
On vous écoute. Parfait. Donc, déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais faire du pouce sur 2 choses. Effectivement, là, les petites choses qu'on peut remettre aux participants pour faire du maintien par la suite. Nous, à Laval, historiquement, on les abonnait à un journal anglophone. À l'époque, il y avait encore des journaux papier. Là. C'est excellent. On les abonnait. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on leur offrait 3 dictionnaires. Il y avait un lexique de langue, puis un dictionnaire anglais-français, puis un dictionnaire anglophone. Donc, quand ils s'inscrivaient au-delà du cahier, ils recevaient tout ça. Oui, tout à fait. Donc, ils recevaient ça. Pour faire du pouce également sur le volet réadaptation qui n'est pas couvert par la formation, moi aussi, c'est quelque chose que je mentionne à plusieurs reprises. Donc, la réadaptation, c'est un domaine qui n'est pas couvert par la formation. Et à chaque fois qu'on a des gens de réadapt qui s'inscrivent, on ne sait pas où les inscrire. Soins, psychosocial, on ne sait pas dans quel secteur les inscrire. Puis tout à l'heure, autour de la table, on est au moins 2 à mentionner que les médecins, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas toujours confortables à rencontrer des patients en anglais. Nous, on a eu des cas de médecins qui ont refusé de desservir dans des situations d'urgence là, où est-ce qu'il fallait qu'un service soit rendu. Donc, il y a peut-être d'autres clientèles là, qui peuvent être touchées. On a des médecins qui suivent le Ah oui? C'est un groupe de domaine de la santé, là. Ils sont là, puis ils suivent le cours. Bien, Il y en a qui nous font la demande pour le payer eux-mêmes. Ça, c'est un autre débat que cet après-midi, c'est plus compliqué. OK. Hein? Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, nous, on n'avait jamais pensé passer à l'invitation des médecins, mais on va y penser à l'avenir. Pour ce qui est des activités de maintien des acquis, dans le fond, je pense que on parlait tout à l'heure que ça part beaucoup de la personne. Donc, c'est sûr qu'une bonne sélection de la personne qui va dans la formation de langue anglaise, c'est la base. La personne, elle doit être motivée, elle doit avoir envie, elle doit avoir aussi l'intérêt de prendre un caseload en anglais. Puis ce qu'on retrouve beaucoup en psychosocial, c'est des gens qui ne voudront pas du caseload par la suite, donc ils vont faire la formation. Puis ça décourage les gestionnaires en bout de ligne qui se disent, ben moi, je le libère ou j'autorise du temps de formation, quand même 40 heures. Puis la personne, après, elle ne prend pas de caseload, donc je ne suis pas gagnant, je suis vraiment perdant, ce qui fait qu'on connaît des baisses de participation après pour le volet psychosocial. Donc, une bonne sélection de la personne, c'est sûr qu'on peut les accompagner dans ça. Dans d'autres activités plus terre à terre, on a eu des activités sociales comme des quilles, organiser une activité de quilles. On voit aussi beaucoup, tantôt ça a été beaucoup mentionné, mais de faire participer nos organismes communautaires, notamment pour les régions plus éloignées, où est-ce que le langage peut être spécifique à chaque petit village, où est-ce que le slang est différent. C'est aussi une réalité qu'on rencontre même à Laval, où est-ce qu'on a des intervenants psychosociaux qui sont évalués avancés. Bon, ils sont complètement bilingues, mais qui disent « je suis pas capable de faire un suivi dans la communauté parce que le jeune, il se moque de moi, il parle en slang, puis je vois bien que je comprends pas. » Donc, tu sais, il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. On a eu quelqu'un qui a parlé des conférences CHEP, si je me trompe pas, où est-ce que ça se passe avec la communauté, mais c'est le moment de faire connaître à la communauté qu'il y a des intervenants anglophones. Dans ce cas-là, c'était des hygiénistes dentaires qui, elles, en contrepartie, peuvent pratiquer leur anglais. Tout à fait. Ensuite de ça, des midi-conférences organisées avec peut-être Douglas ou avec McGill. Les médecins, j'en ai parlé. Dans une autre région, anciennement, c'est plus quelque chose qui est fait pour l'instant, mais anciennement, dans une autre région, il y avait un suivi. Quand la formation était terminée, le professeur continuait à garder un lien avec l'élève, donc l'élève pouvait se référer au professeur pour avoir un maintien de ses activités. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour. Est-ce que... Ah. Oui, bien, en fait, je vais juste compléter. Dans le fond, c'est ce qu'on disait, c'est que la formation, c'est un moyen pour être capable de rendre un service en langue anglaise à une population qui en a besoin. Mais il y en a d'autres moyens. Parfois, on n'a pas le choix de passer par une banque d'interprètes pour éviter des erreurs médicales. Parfois, dans les propositions, c'est de passer par la dotation de poste bilingue, même s'il y a des enjeux syndicaux. Il peut y avoir également tout ce qui est la portion de prendre des stagiaires anglophones pour essayer d'augmenter notre bassin d'employés qui sont bilingues ou anglophones. Ma collègue, c'est une méchante bonne porte-parole. Moi, c'est juste parce que je suis verbomoteur un peu, puis je rajoute des choses tout le temps. Donc, pour ce qui est de la dotation, on disait bien sûr qu'en milieu francophone, on va mettre atout anglais, mais c'est sûr que si en recrutement, on tombe sur des gens bilingues, des gens qui sont cliniciens, bien, même chez nous, le message a passé, ils vont avoir l'atout, ils vont être priorisés s'ils ont l'atout.
mais c'est pas obligatoire dans le poste vu la loi 101 et tout ça. Par contre, on est conscient de la demande. Et puis, c'est ça, dans les échanges, nous, on essaie de faire voir à nos organismes communautaires, on travaille énormément avec eux au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on adore ça. Pour les conférences CHEP, c'est aussi de montrer à la population qu'il y a des gens, oui, qui parlent anglais chez nous, mais c'est juste qu'ils ne savaient pas. On est dans l'identification actuellement de tout le personnel qui travaille au Nouveau-Brunswick, qui vient de, tu sais, je veux dire, qui sont vraiment bilingues et ils ne le savent pas. En Gaspésie aussi, M. Cassivi dit la même chose. Et puis, on les intègre dans des activités pour qu'ils puissent échanger avec la population anglophone, vu que la population anglophone n'a pas le même accès aux soins que les francophones dans nos régions. On dit, on leur fait un petit privilège, puis après, ils échangent même les courriels avec les hygiénistes dentaires, avec l'audiologiste, puis ils peuvent leur reparler après pour faciliter leur accès. C'est un privilège qu'on leur donne comme ça, informel, mais pour qu'ils aient... puis qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, puis les cours d'anglais, c'est du maintien, mais c'est sûr que la banque d'interprétariat, quand ils ne parlent pas un anglais suffisant, qu'ils ne sont pas bilingues, comme Madame disait, nous, on va insister sur la banque d'interprétariat, pas juste pour les réfugiés, mais pour les anglophones. Vous appelez, puis il y a des termes médicaux, alors on ne veut pas d'erreur médicale pour les anglophones de la région ou les gens qui parlent l'espagnol ou autre. Merci beaucoup. Bien, je pense d'ailleurs que tu as mentionné l'identification des gens qui parlent anglais, évidemment, sur les intervenants, là, sur une base volontaire. Je sais que certaines régions le font, la Gaspésie, entre autres, avec le petit signe, la petite carte jaune. C'est certain que c'est aussi... Je pense que c'est une bonne stratégie aussi, c'est-à-dire que, évidemment, c'est non seulement que ces gens-là vont intervenir, mais, dépendamment des positions, à l'accueil, etc., aussi, les anglophones vont les approcher, ils vont tout de suite voir qu'ils peuvent parler anglais. Des fois, on va probablement avoir des anglophones, surtout dans certaines régions, comme justement le Bas-Saint-Laurent, qui sont complètement bilingues, qui préfèrent probablement, quand ils sont à l'hôpital, parler anglais, mais que, bon, ils vont quand même parler en français, puis ça sera pas nécessairement un gros enjeu pour eux autres, mais ils préféreraient. C'est certain que s'ils voient que la personne parle anglais, ils vont probablement lui parler en anglais. Et donc là, tu aurais l'occasion où est-ce que quelqu'un qui a suivi la formation, normalement, probablement qu'il se serait retrouvé devant quelqu'un bilingue qui l'aurait approché en français. La conversation aurait lieu en français. Il l'aurait jamais su. Mais là, tout d'un coup, probablement que la conversation va se faire en anglais et effectivement, il pratique son anglais, là, ce qui est particulièrement bien selon les données que M. Roussel qui nous a donné, qui dit que si tu ne l'utilises pas, tu le perds, puis tu le perds vite. Vous avez raison. Excusez-moi, j'avais oublié quelque chose. On disait aussi que le cours d'anglais, puis c'est Laval qui le disait aussi, je crois, puis la Gaspésie, c'est que des fois, le cours McGill, il y a des gens, nous, des techniciens ou des agents d'administration qui vont le lâcher parce que c'est trop exigeant pour eux, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école pour très longtemps. Alors, ils sont pas habitués de donner beaucoup de travaux comme ça. Nous, ce qu'on a pensé, parce que j'ai trouvé vraiment l'intervention intéressante au début de Madame, je ne me rappelle plus de votre nom, là. Bon, elle dit que pour les cours d'anglais, nous, nos professionnels nutritionnistes, par exemple, qui sont d'anglais avancé, on va les inscrire. Ça va être comme un bonus McGill. On va dire, vous êtes avancé, vous êtes intermédiaire, c'est 40 heures, mais on va sélectionner, comme Mme de Laval disait. Et puis les autres qui ont moins de facilité pour les travaux, bien, ils vont continuer avec les cours de cégep qui sont plus à leur niveau. Mais par contre, moi, ça m'a fait allumer. J'ai dit non, 15 heures, c'est pas assez. Au cégep, nous, on va avoir moins de classes. Il va en avoir 2-3 classes, mais ça va être 2 heures par semaine, puis ça va peut-être être sur plus que 10 semaines. Donc, parce que sinon, c'est pas suffisant. C'est quand même un cours de 40 heures McGill. Mais on va donner l'occasion, on va mélanger les groupes pour adapter à la personne. Donc, c'était ça aussi un autre moyen qu'on avait pensé. Merci, là j'ai assez parlé. Est-ce que M. Roussel, vous avez des commentaires? J'ai vu que vous aviez pris des notes. Là, fait, je me suis dit peut-être... Vite, là, parce que la première, c'est vrai que c'est un apprentissage que tu peux réaliser en dehors de ton travail, donc ça, c'est tout à fait juste. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes autour des dîners causeries, de toutes ces choses-là. Je trouve que c'est vraiment une chouette idée, mobiliser les gens plus au niveau communautaire, là, faire organiser des choses pour que les gens puissent parler. Quelle bonne idée. Parce que c'est vrai que l'enjeu, une fois la formation terminée, si les gens ne sont pas capables d'utiliser un milieu de travail, l'enjeu, ça va être à l'extérieur. Donc, merci, je ne l'avais pas vu comme ça. Deuxième chose, j'ai retenu une petite phrase. Les gens ont tendance à se sous-estimer. Alors, évidemment, comme en anglais, quelqu'un a dit dans ce coin-là, les francophones ont tendance à se sous-estimer dans leur façon d'apprendre l'anglais. Moi, je suis un pédagogue en premier, donc... Ça veut dire sentiment d'efficacité personnelle, pas trop bon dans mon langage à moi. Je trouve que l'idée des ambassadeurs, des gens qui ont réussi,
tout ce qui est modelage pour ça devrait aider. Là. Tout ce que vous pouvez trouver comme modèle peut donner un coup de main aux gens qui ont tendance à ne pas se faire confiance. Mais ce qui est important, c'est que le modèle, il peut s'identifier au modèle. C'est-à-dire que si vous prenez un modèle trop élevé, dire ouais, lui ou elle il est capable, mais moi, j'y arriverai jamais, vous n'aurez pas l'effet que ça prend. Il faut que la personne puisse dire si elle ou si lui a réussi, moi aussi, je suis capable. Donc, l'idée des ambassadeurs, des gens qui ont réussi, des bénévoles à la retraite, pas juste pour le fait de converser, mais pour le fait de donner un modèle atteignable. Donc, dans le choix de vos modèles, essayez, si vous avez des gens qui se font moins confiance, de trouver des modèles auxquels les gens vont être capables de s'identifier et de dire, ben, si cette personne-là, qui n'était pas meilleure que moi, qui a à peu près la même scolarité que moi, qui est partie aussi loin que moi, machin, qui ne se faisait pas confiance, a réussi, ben, moi, je suis capable aussi. Donc, là-dessus, là, il y a vraiment un gain intéressant, parce que c'est sûr que pratiquer, c'est correct, mais aussi le sentiment d'efficacité personnelle, c'est ce qui va vous permettre aux gens de plus bénéficier de la pratique. L'autre chose, mais c'est une question que j'aurais pour les gens du CIS des Laurentides. Vous avez dit que vous avez un meilleur taux de participation sur une formation volontaire. Je me demandais, avez-vous une idée pourquoi il y a plus de monde qu'il y en avait? OK. Qui aurait des besoins potentiels. OK. Merci. Un exercice fascinant. Je pense qu'il y a plein d'idées. Il y en a qui c'est les mêmes que 2 ans. Il y en a beaucoup qui sont différentes aussi, par contre. On commence à voir aussi... Bon, je regarde par rapport à quand on a fait la même chose il y a 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui étaient nouveaux dans le programme. Il y en a encore beaucoup qui sont nouveaux, mais il y en a moins. Je trouve aussi qu'on le remarque. Je pense que la formation en anglais, c'est un peu aussi là, quand on est répondant ou même quand on est en ressources humaines, il y a une notion d'expérience. Hein? Il y a une notion d'expérience. On finit par apprendre approximativement, on a une bonne idée du taux d'échec selon les niveaux. Au début, quand on le fait, on ne le sait pas. Il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fait une session après l'autre. Des fois, sans le réaliser, on découvre aussi certains profils qui marchent plus que d'autres. Au niveau des apprenants ou même au niveau des gestionnaires, on réalise qu'il y a un gestionnaire, de façon miraculeuse, tout son monde passe, puis le gestionnaire à côté, il n'y a aucun monde qui passe. Je ne sais pas pourquoi, mais... donc, c'est vrai, je pense que l'expérience rentre en ligne de compte et on le voit aussi un peu là, avec ce partage aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié toutes les idées qui sont là. J'espère, là, évidemment, là, que je pense que c'est ça, le but de cette journée-là, c'est de prendre des notes, de s'alimenter, de retourner dans nos régions avec un paquet d'idées. Peut-être certaines choses qu'on avait déjà pensées, mais le fait de l'entendre, on s'est dit, bon, bien, je n'étais pas cave, finalement, ça a du bon sens. Qu'est-ce que je dis là? Fait que, en tout cas, c'était un bel exercice, je pense. Puis, on est en avance de 10 minutes. Fait qu'on aura un petit peu plus de temps pour faire du networking, je pense. Oh, il y a une question? Ouais, je refais du pouce sur ce que Nadine présentait tantôt en nous disant il y a un élément vraiment important, c'est sur la reconnaissance des travailleurs, de l'Ordre des travailleurs sociaux, qui va reconnaître maintenant cette formation. Alors d'abord, un grand bravo pour les démarches que vous avez faites. Parce que ça va changer énormément, évidemment, dans le choix. Parce que dans une région où la langue anglaise, c'est pas la priorité, on se le dira. Il y a des régions où la langue anglaise, il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Donc, on fait beaucoup, nous, pour favoriser cet apprentissage. Mais derrière tout ça, il y a des enjeux par ailleurs pour la poursuite, pour l'ordre des TS. Hein. Alors, ce qu'on espère maintenant, c'est que le même travail soit fait auprès... On vous met du poids sur les épaules, mais que le même travail soit fait auprès des infirmières de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec pour qu'on puisse travailler là-dessus. Hein. Je sais que ça va être... Je sais parce qu'on en a déjà parlé, mais bravo et merci pour tout ce qui sera fait là, parce que ça va nous aider là encore pour le reste des apprenants. Non, c'est un excellent point parce que c'est majeur, effectivement. Là. Ça devient, je pense, un argument de vente, évidemment, aussi quand vous parlez à vos gestionnaires, quand vous faites la communication, la publicité, si on veut, auprès des intervenants, là, tout d'un coup, là,
tout d'un coup, je pense que c'est certain que je suis un TS, ça change probablement complètement la façon. Surtout, c'est que j'ai déjà de la formation à faire. Hein. Donc, la formation en anglais se ajoutait à mes obligations déjà. Là, tout d'un coup, c'est un 2 dans 1. Je pense qu'effectivement, c'est un, comme on dit en anglais, c'est un deal breaker.